Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui un vlog pour continuer à parler en fait de mon challenge de lecture où je lis toutes les œuvres de Robin Hobb qui constituent l'ensemble, le royaume des anciens. Dans le précédent vlog, je vous mettrai le lien, j'avais parlé de ma lecture des préquels et des 6 premiers tomes de l'Assassin Royal, et là je vais vous parler en fait de la première partie des Aventuriers de la Mer que j'ai lu récemment. Donc les Aventuriers de la Mer, en fait, ça s'intercale entre ce qu'on appelle les deux époques de l'Assassin Royal, puisqu'il y a un laps de temps de, je sais pas, je le saurai quand j'aurai relu la suite de l'Assassin Royal, je crois qu'il y a 8 ans en fait, entre la fin du tome 6 et le début du tome 7, dans lequel s'intercalent en fait les aventures des Aventuriers de la Mer. Donc c'est dans une autre partie plus au sud que les 6 duchés. Pour rappel, moi j'ai fait le choix de ne pas continuer l'Assassin Royal parce que j'ai déjà lu tout le cycle l'Assassin Royal il y a 18 ans, quand j'étais adolescente, mais ici j'ai envie de le relire en fait dans le rythme de l'histoire. Non pas en suivant les éditions, mais en fait en suivant l'histoire. Et donc, ce qu'il est dit souvent, c'est que on comprend les Aventuriers de la Mer quand on a lu l'Assassin Royal. Pour l'instant, j'ai lu que ça, j'ai pas encore lu la suite des Aventuriers de la Mer. Moi, je suis désolée, il n'y a aucun rapport en fait avec l'Assassin Royal, pour l'instant. Il est juste mentionné une ou deux fois les 6 duchés, le fait qu'il y a une guerre, mais vraiment, c'est pas énorme. Donc, si vous ne comprenez rien aux Aventuriers de la Mer, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas lu l'Assassin Royal? Je ne sais pas. Bref, moi je l'ai pris vraiment comme une histoire en tant que telle. Je le lis dans une édition qui est assez énorme, je crois que ça fait 950 pages. Une édition qui correspond vraiment au livre original anglais. Parce qu'en fait en français on trouve les deux éditions possibles, soit en petits tomes, où souvent ils prennent les gros tomes comme ça, ils les font en 3 parties, en 3 petits tomes, soit vous trouvez des gros tomes comme celui-ci. Bref, je vous explique ça pour comprendre un peu parce que chez Robin Hobb on se perd un petit peu tellement il y a de bouquins. Et donc moi là j'ai lu l'équivalent de 3 petits tomes. Et en tout il y a 3 gros tomes comme ça. Donc moi c'est l'intégrale 1, il y a l'intégrale 2, l'intégrale 3. Et je crois qu'en petit tome c'est publié en 9 tomes. Donc là, en fait, on suit plusieurs personnes. Ça, c'est assez différent de l'Assassin Royal d'ailleurs, où en fait, on avait que le point de vue de Fitz Chevalerie. Ici, en fait, on suit d'abord l'histoire en fait d'Althea, qui est une jeune fille de bonne famille, qui en fait a toujours vécu de manière un peu libre, qui est un peu immature d'ailleurs. On aime bien parce que c'est l'héroïne, mais bon, au début elle est un peu casse-pied et tout le monde lui dit d'ailleurs. Et en fait, elle était prédestinée à devenir le capitaine du navire de sa famille, qui est en fait une vive-nef. Les vive-nefs, c'est des bateaux qui sont vivants en fait. Et au moment où elle aurait dû en hériter en fait à la mort de son père, il y a un complot en fait qui a été monté contre elle par d'autres membres de sa famille pour la dépouiller de son héritage. Donc en fait elle se voit refuser cet héritage et cet héritage revient en fait à son beau-frère qui s'appelle Kyle, qui est un personnage affreux, qui en fait donc fait main basse sur cette vive-nef, alors que les vive-nefs en fait ne doivent aller qu'à un membre de la famille, mais bon. Et donc en fait, c'est tout le récit de comment Althea essaie de faire en sorte de récupérer cette vive-nef. En même temps, on suit d'autres personnages, on suit Yémin qui est son neveu, que son père Kyle en fait oblige à naviguer sur la vive-nef, alors que lui voulait devenir prêtre, mais en fait il se retrouve à être obligé d'être marin. Son père est une brute épaisse, c'est un personnage vraiment affreux, c'est presque un peu cliché, et en fait en lisant je me suis dit quand même, il faut reconnaître, j'avais dit le contraire d'ailleurs dans mon précédent vlog, quand même les personnages de méchants de Robin Hobb sont vraiment très très méchants, enfin moi je les trouve vraiment abominables. Là il y a 2 méchants, il y en a un, ça y est j'ai oublié comment il s'appelait, Thorsen, je sais pas, un méchant qui est le second de Kyle, qui est abominable, qui est vraiment un tortionnaire, enfin c'est un type qui éprouve du plaisir à fouetter des esclaves, donc vraiment
un personnage abject, et il y a ce personnage du capitaine Kyle qui, en fait, il est abject et en même temps on comprend que voilà, il a une autre culture, une autre façon de fonctionner où les femmes doivent être mises au pas, où les gens doivent lui obéir, où lui ne comprend que la force, etc. Enfin, je dirais pas qu'il est subtil, mais on comprend quand même un petit peu ses façons de fonctionner, et il impose en fait sa volonté, y compris de manière physique en fait, à son fils, qui est obligé d'être présent sur la Vive Nef, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un membre de la famille Vestrit sur la Vive Nef, et donc là ça se fait par le biais du neveu d'Althea. Et donc c'est son rapport en fait à ce destin de marin qu'il n'a pas voulu, cette relation intime et en même temps qu'il rejette avec la Vive Nef. Donc on suit son destin, on suit celui d'Althea, on suit aussi celui d'un pirate en fait, qui s'appelle... ça y est, j'ai oublié comment il s'appelait. Bref, je sais pas, d'un pirate qui en fait a le souhait de devenir un peu le roi des pirates, et c'est quelqu'un d'assez... c'est un peu un espèce de sociopathe qui n'éprouve aucune empathie pour qui que ce soit, mais très calculateur, et d'une certaine manière il comprend très bien la psyché humaine, et donc en fait on suit son parcours. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chance, et en même temps il se montre habile à saisir sa chance aux différents moments, et donc en fait on suit son parcours, et au début on se demande comment est-ce que l'arc narratif du pirate va rejoindre en fait l'arc narratif de la famille Vestrit, et en fait on voit comment est-ce que ça se goupille, mais je vous le dirai pas, on le voit plutôt vers la fin en fait de ce tome. Et en même temps il y a un autre récit, alors moi que j'ai pas trouvé très intéressant, mais il paraît que ça devient plus intéressant plus tard. C'est en fait, il y a des espèces de serpents, de dragons, c'est pas trop, qui vivent dans la mer et qui ont des délires un petit peu ésotériques, où ils doivent se déplacer pour accomplir leur destin. Bon, je pense que ça sera un petit peu plus clair pour plus tard, mais j'avoue que quand je voyais qu'on arrivait à des passages sur les serpents, je me disais bon, ok, c'est pas ma partie préférée. Et tout ça, ça se passe en fait dans une ville qui s'appelle Terrilville, et qui est dominée en fait par la société des marchands et la famille Vestrit dont fait partie Althea, Yémin, Kyle et donc une pièce rapportée. C'est une famille de marchands, donc il y a tous les enjeux aussi un peu politiques dans cette ville, sur les rapports de force, sur le fait que voilà, c'est ces familles qui tiennent, comment est-ce qu'elles s'adaptent à la nouveauté, au fait qu'il y a des personnes qui arrivent avec des nouvelles façons de procéder, qui sont plus rapaces, qui n'ont pas la même culture, qui font pas attention aux mêmes choses. Il y a aussi pas mal de choses sur le désert des pluies, qui est lié en fait au destin des gens de Terrilville. Et là c'est intéressant parce que moi je commence à comprendre certaines choses par rapport au préquel que j'avais lu, qui s'appelait Retour au pays, où il était indiqué que c'était un préquel à l'Assassin Royal et aux Aventuriers de la Mer, et j'avais dit à l'époque, moi j'ai lu l'Assassin Royal, vraiment je vois pas le lien, ça doit avoir un lien avec les Aventuriers de la Mer, et effectivement je confirme, je commence à comprendre le lien entre le préquel et ça. Donc c'est vraiment super comme livre, j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, je suis désolée de le dire, je n'apprécie pas autant que l'Assassin Royal, mais parce que l'Assassin Royal, pour moi, c'est... voilà, je l'ai déjà dit suffisamment de fois dans cette chaîne, j'adore l'Assassin Royal, c'est un des livres que j'ai le plus aimé lire dans ma vie. Donc il est difficilement détrônable, et je ne cherchais pas à le détrôner particulièrement, mais c'est vrai que c'est quand même, waouh, de très haut vol, les Aventuriers de la Mer. Je pense que j'ai préféré l'Assassin Royal aussi parce que c'est le premier que j'ai découvert. Il est très possible que si j'avais commencé par ça, j'aurais apprécié ça en premier, notamment parce que ici, plus que dans l'Assassin Royal, il y a vraiment des beaux portraits de femmes. Il y a ce personnage d'Althea qu'on voit évoluer au fur et à mesure. Il y a sa grand-mère qui s'appelle Ronica, qui est un personnage au début qui participe au complot contre Althea, qui l'a trahi en fait. Donc à la fois on l'apprécie pas, et en même temps c'est un personnage qui est incroyable, on comprend aussi sa logique, pourquoi elle a fait ces choix-là, et voilà, c'est un personnage appréciable. Et il y a aussi le personnage de la sœur d'Althea, donc la femme de Kyle, qui s'appelle...
Ah oui, juste je me suis trompée, le second de Kay il s'appelle Torg. Il s'appelle pas, je sais pas quoi, Torren, Torsen, non c'est Torg. Donc il y a en fait la fille de Ronica qui s'appelle Kefria. Voilà, et au début c'est un personnage qui est très palo, qui est juste, qui obéit à son mari, mais en fait on comprend pourquoi elle a cette attitude, et petit à petit, comme son mari est sur la mer, elle doit prendre en charge les finances de la maison, le destin de la maison, et d'ailleurs les affaires de la maison se portent très mal. C'est un personnage qui prend son envol petit à petit, c'est vraiment chouette. Et il y a un autre personnage féminin que pour l'instant je trouve absolument détestable, mais qui va devenir beaucoup plus intéressant, on le sent. C'est le personnage de Malta, c'est-à-dire la fille de Kefria, donc la nièce d'Altea, qui est dépeinte vraiment comme une adolescente insupportable, qui en plus est la chouchoute de son père et qui se révèle en fait aussi... pas aussi mauvaise que son père, parce qu'on sent que c'est un personnage qui va prendre de la densité, mais voilà, qui est manipulatrice comme son père, et voilà. Au début, elle est présentée vraiment comme un personnage très désagréable, et elle est très peu présente dans, disons, la moitié du livre, et à partir de la deuxième moitié du livre, en fait, elle prend beaucoup plus d'importance, puisqu'on voit justement comment Ronica, la grand-mère, et Kefria, sa mère, galèrent en fait à s'occuper de Malta. Donc vous voyez plein de personnages féminins, il y a aussi des chouettes personnages féminins dans l'Assassin Royal, mais ici vraiment, voilà, c'est vraiment très bien. Moi j'ai beaucoup apprécié, il me tarde de lire la suite, il va falloir que j'achète les autres tomes. Je serais ravie de découvrir le destin des uns et des autres, y compris de ce fameux pirate, je vais retrouver comment il s'appelle quand même, Kenneth. C'est ça, il s'appelle Kenneth, donc Kenneth le pirate. Même s'il est pas très sympathique, il est quand même réjouissant à sa manière. J'ai envie de suivre Altea qui est agaçante mais en même temps qui est touchante, et on a envie qu'elle récupère sa vive nef et qu'elle devienne capitaine de la vive nef. J'ai envie de suivre le destin de ces femmes, j'ai envie de savoir comment Yémin va arriver à gérer le fait que il est lié d'une certaine façon à la vive nef et en même temps qu'il veut devenir prêtre. Voilà, j'ai envie de découvrir tout ça, j'ai envie d'en apprendre plus sur le désert des pluies qui a vraiment l'air d'être un endroit extrêmement intéressant. Donc je le saurai en continuant en fait les aventuriers de la mer, et je vous ferai à chaque fois une petite capsule comme je viens de le faire pour, je l'espère, vous donner envie comme moi de se plonger ou se replonger dans l'œuvre de Robin Hobb, qui est vraiment une autrice exceptionnelle, je ne le dirai jamais suffisamment. Donc ici c'est le premier tome de l'intégrale des Aventuriers de la mer. Cette fois-ci je viens vous parler du tome 2 des Aventuriers de la mer. Donc je l'ai lu en ce mois de septembre, ça m'a demandé un petit peu plus de temps que d'habitude, puisque le premier tome je l'avais lu en 10 jours, et là je crois que j'ai mis presque 3 semaines à le lire. Ça n'avait aucun rapport avec le livre qui était vraiment extrêmement prenant, c'est juste que, je sais plus, j'avais un petit peu mal à lire. Je pense que c'était aussi parce que c'était le moment où je commençais mon nouveau travail, donc voilà, j'avais beaucoup d'informations en tête, j'étais assez fatiguée. Mais en tout cas, ça continue à me plaire. C'est vrai qu'on continue à suivre les personnages, le personnage d'Altea qui est un personnage que j'aime beaucoup, le personnage de Malta qui est un personnage que je trouvais assez détestable au début et qui continue un petit peu à l'être dans ce livre, mais qui, voilà, dont la psychologie en fait s'étoffe un petit peu, puisqu'elle vit en fait une expérience assez traumatisante, puisque, bon attention, là on est dans le spoil évidemment, elle apprend que son père a été capturé par les pirates, en fait, que le bateau de sa famille a été capturé, elle ne sait pas si son père est vivant, est mort, il n'y a pas de demande de rançon qui leur est parvenue, donc à ce moment-là elle se rend compte aussi que voilà, il y a beaucoup de choses qui lui paraissaient très importantes et qui finalement sont assez futiles, et elle met beaucoup d'énergie pour essayer de sauver son père. C'est vrai que Malta prend un peu d'étoffe, je dirais pas qu'elle devient agréable, je trouve qu'elle maltraite un petit peu son fiancé Reid, mais bon. En tout cas, c'est un personnage qui est assez dense, assez travaillé et assez intéressant, même si je la trouve toujours pas très agréable.
On voit aussi, en fait, cette famille Vestrit se retrouve, à son corps défendant, en fait, se retrouve un petit peu le moteur, l'engrenage qui fait basculer un peu le destin de leur ville, de Terrillville. Finalement, c'est pas eux qui en sont les instigateurs, mais certaines choses qu'ils font ont des répercussions qui font que Terrillville se retrouve en but avec l'autorité de... ça y est, j'ai oublié... Jamelia, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà, la capitale de leur pays. Mais c'est l'occasion de questionner en fait, qu'est-ce qui fait les valeurs de ces premiers marchands, qu'est-ce qui fait les valeurs de Terrillville, est-ce qu'il faut absolument s'y accrocher, est-ce qu'on peut pas évoluer, quelle est la limite entre l'évolution et le fait de perdre son âme, et ça c'est des choses qui sont très fortes, très vraies en fait, pour tout le monde à toutes époques et encore de nos jours. On suit pas que des femmes, on suit aussi des personnages masculins, puisqu'on suit le personnage de Yémin qui est sur le bateau de la famille Vestrit. On suit aussi le pirate Kenneth, donc qui est un pirate qui a de grandes ambitions, celle de devenir le roi des pirates, et qui fait main basse sur la vive nef des Vestrit. Et on suit aussi un peu plus de loin en loin le personnage de Brachen, qui est un personnage central mais légèrement secondaire, on va dire, parce qu'il ne fait pas partie de la famille Vestrit, qui a une forme de loyauté vis-à-vis du père d'Althea et un peu par rapport à elle dont il tombe amoureux, et donc il y a cette histoire d'amour entre Althea et Brachen qui est, je crois, un des éléments centraux de toute l'histoire. En tout cas, ça occupe une petite partie de chacun des 2 tomes que j'ai lus, et donc il en reste un dernier, et il sera également sans doute question de ça. C'est intéressant parce que c'est un côté assez féministe en fait, les aventuriers de la mer. Donc dans une vive nef, il faut forcément qu'il y ait sur le pont de la vive nef, pendant qu'elle navigue, un membre de la famille. Et donc Althea, elle, son bateau, c'est la Vivacia, mais donc comme je vous l'expliquais, elle en a été spoliée. De son côté, à un moment, elle développe une relation avec le fils d'une autre vive nef, et en fait il dit oui mais... il lui propose en fait de se marier, et elle lui dit bah oui mais si je me marie avec toi, je suppose que tu attendras de moi que je vienne vivre sur la Vivacia avec toi, ou que je reste sur Terre, alors que moi en fait ce que j'ai envie c'est de vivre sur ma propre vive nef. Et ce qu'elle lui dit c'est oui mais si tu veux qu'on se marie, c'est pour que soit je reste à Terre pour m'occuper de tes affaires pendant que toi tu navigues, ce que j'ai pas du tout envie de faire, ou bien c'est que je navigue avec toi, sauf que si c'est ça, ben moi je ne peux pas être capitaine de mon propre bateau, de ma vive nef, la Vivacia, et donc tu me demandes de sacrifier ce qui est mon destin, puisque je suis née Vestrit, pour toi. Et c'est vrai que lui dit oui en fait c'est en gros il le dit pas de manière aussi balourde, mais il dit bah oui c'est ça d'être une femme dans notre société. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça sur confronter des sociétés où la place des femmes est pas forcément la même. Est-ce qu'elles sont engagées, est-ce qu'elles sont vraiment partie prenante du fonctionnement d'une société et d'une économie, ou est-ce que au contraire elles sont juste potiches et elles servent à de la reproduction en fait. Et il y a plusieurs personnages de la famille Vestrit, mais pas que, il y a même une noble de Jamelia qui est confrontée aussi à ces questions. Donc c'est assez touchant, et d'ailleurs, maintenant, en fait, quand je dois conseiller Robin Hobb à des gens, pour découvrir Robin Hobb, souvent je conseille plutôt les aventuriers de la mer, parce qu'il y a tous ces personnages féminins qui sont assez forts et vraiment intéressants, et ce côté roman choral qui peut bien plaire si on connaît pas déjà cette autrice. Moi, je l'ai déjà dit, l'Assassin Royal, ça reste dans mon cœur le premier, parce que j'ai adoré, parce que j'ai découvert ça à 14 ans, et je pense que c'est exceptionnel. Je trouve que c'est exceptionnel aussi les aventuriers de la mer. Je pense que c'est peut-être un peu plus accessible,
notamment pour les gens qui peuvent avoir du mal avec le côté, le côté héros parfait en fait de Fitz dans l'Assassin Royal, même si je trouve qu'il est pas du tout parfait, mais voilà, ça peut plus rebuter. Je connais en tout cas des gens qui ont été rebutés par ça dans l'Assassin Royal. Si vous avez pas aimé ça dans l'Assassin Royal, franchement, les Aventuriers de la Mer, c'est parfaitement accessible et adapté. Également, ce qu'on voit dans ce deuxième tome des Aventuriers de la Mer, c'est que l'histoire des serpents, que je trouve pas, un peu plombante, un peu trop sibylline, on comprend de plus en plus ce qu'elle veut dire, quel lien elle a avec toutes les autres histoires, celle de Kenneth, celle d'Althea, celle de Yémin, etc. Donc c'est intéressant de comprendre tout ce qui relie toutes ces choses et ces histoires entre elles. J'essaie de pas trop en dire non plus, parce que je sais que je spoil, mais je veux pas tout spoiler d'un coup. Donc en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, ce deuxième tome. Je prévois de lire très prochainement le troisième. Là, je suis en train de finir plusieurs ouvrages un peu gothiques, puisqu'on est en automne, et je vais, je pense, enchaîner rapidement sur le tome 3, et donc finir d'ici la fin de l'année, et normalement, Les Aventuriers de la Mer. Allez, c'est parti pour parler du dernier tome des Aventuriers de la Mer. Donc, ça y est, c'est le tout dernier. Ça faisait combien? Ça faisait 920 pages en tout. Et je l'ai lu hyper vite. Je l'ai lu hyper vite en 6 jours, à peine 7 jours. Bon, faut dire qu'en 3 jours, j'en ai lu 600 pages, je crois. Donc, Alors, que dire de ce tome 3? On continue à suivre les aventures de tous les personnages qui d'ailleurs, attention spoiler, se retrouvent tous à la fin dans une bataille navale, etc. Enfin, c'était complètement épique. J'ai eu l'impression qu'on était dans Pirates des Caraïbes 3, vous savez, à la fin quand il y a 3 vaisseaux qui s'affrontent et tout, et puis à un moment il y en a 2 qui se retournent contre un, enfin bon, bref. Il y a cette grande bataille navale où chacun trouve son destin. C'était très bien, y compris le personnage de Rain qui arrive avec un dragon et qui en fait tombe dans l'eau, et il arrive après la bataille et en fait il dit mais ça servait complètement à rien. C'est très drôle, j'ai bien aimé ce passage. J'étais très contente de retrouver les personnages. Ah oui, il y a des trucs où je m'étais dit dans ma tête, pense à les citer dans ta vidéo. Il y a de manière assez forte dans les 2 tomes, le 2e et le 3e tiers des Aventuriers de la Mer, en fait, il est question à 2 reprises de viols. En fait, il y a des viols qui sont perpétrés sur des personnages, et c'est très intéressant la façon dont l'autrice écrit, parce qu'elle parle des violences sexuelles. Donc attention, gros spoiler, le premier viol, enfin il y a plusieurs viols qui sont commis sur Cérie, qui est un personnage très intéressant qui vient de Jamelia et qui souhaite prendre le pouvoir à Terrillville. Et en fait, Cérie, elle est victime de la cruauté, du manque d'empathie absolue, de l'égoïsme du gouverneur, qui la jette en pâture au capitaine d'un navire, qui la viole pendant une semaine, il en fait son esclave sexuel. Et en fait, c'est très intéressant parce que après, elle passe énormément de temps à réfléchir à ça, à quel point ça l'a transformée, à quel point ça a changé sa relation avec les hommes, le fait qu'elle se rende compte que elle a du mal avec des hommes qui l'en imposent, qu'elle se sent comme une petite fille en tétanie devant eux, et elle dit mais non, c'est pas possible, que cet événement m'ait changé. Elle prend conscience aussi du fait qu'elle ne doit compter que sur elle-même pour exister, alors ça fait qu'elle en devient un protagoniste, en fait elle devient un antagoniste, puisque elle représente Jamelia, elle s'oppose notamment à Ronica Vestrit. À un moment, elle donne son aval, plus ou moins par son silence, ou même pas trop par son silence, mais elle donne plus ou moins son aval pour éliminer Ronica. Et donc en fait, c'est un personnage au début qu'on prend en sympathie, puis après on se dit ah mais non, c'est un antagoniste, et en fait après elle redevient gentille. Et ça c'est très intéressant parce qu'il y a une vraie réflexion sur les conséquences
des violences sexuelles et sexistes, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à la fin du 3e tome, donc celui-ci, qu'on retrouve avec le personnage d'Althea qui est victime d'un viol, enfin en fait, bon moi j'en ai compté 2, mais bref, elle en parle que d'un. Elle est victime de viol de la part de, attention, à nouveau, spoil, etc., Kenneth. Et en fait, on comprend, d'ailleurs c'est pas dit très explicitement dans le livre, je trouve, mais Kenneth a été victime de viol de la part du pirate Ygro, qui l'utilisait comme objet de chantage avec la vive Nef Parangon. Il reproduit en fait le crime dont il a été victime. Et en gros, on nous dit, mais finalement c'est comme une espèce de malédiction dont personne n'arrive à se sortir. Et c'est à la fin Parangon qui prend ce traumatisme à Althea, qui lui dit « Je ne t'enlèverai pas ce souvenir, mais je prends ce traumatisme parce que il ne vient pas de toi, il n'est pas à toi, il était à Kenneth, et il était à Ygro, etc. » Et franchement, j'ai trouvé ça hyper fort, ça m'a vraiment marqué comment c'était dit. Aussi, Althea, elle dit quelque chose, les apparences sont contre elle, personne ne la croit, tout le monde dit qu'elle est folle. Kenneth dit « Oh mais regardez-la, moi qui suis si gentille, tout le monde apprécie Kenneth ». Enfin, c'est très 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 intéressant de ce point de vue. Bon, après je vous parle de ça, mais c'est pas la majorité de l'histoire, hein, mais j'avais envie de vous parler de ça. Aussi quelque chose qu'on voit plus dans ce tome-là, c'est qu'il y a une réflexion qui est presque antispéciste en fait, sur la question du lien humain-animal. Là en l'occurrence c'est humain-dragon, et on voit qu'il y a une grosse réflexion sur la cohabitation entre les humains, les dragons, les humains qui pensent être seuls au monde, mais en fait il y avait les dragons avant et il y a eu une forme d'hybridation avec les anciens. Et donc en fait, en le lisant, je me suis dit mais ouais, il y a une réflexion antispéciste, puisque l'homme n'est pas au-dessus de tout, l'homme cohabite. Alors les dragons essaient parfois de dire non mais nous on est, comme ils disent, les seigneurs des 3 règnes, le ciel, la terre et la mer, en gros on est les meilleurs, on va vous écrabouiller, vous n'êtes pas très importants. Et en même temps les dragons sont aussi forcés de cohabiter, sont forcés de dire bah oui nous dépendons aussi de vous pour vivre, etc. Et d'ailleurs si nous avons disparu pendant si longtemps et nous avons failli nous éteindre, c'est parce que nous n'avions plus d'hommes pour s'occuper de nous. Et ça c'était très intéressant, la façon dont c'était traité. Moi en tout cas j'ai trouvé ça super fort. Dans la fin du 2e tome, on apprenait le lien entre les serpents, les dragons, les vives nefs et les humains, et aussi les anciens. Et donc ça c'est vrai que c'était un peu la révélation de la fin du 2e tome, et c'est vraiment, on comprend mieux tous les mécanismes dans celui-ci. Il y a toujours cette psychologie fouillée de la part de Robin Hobb. Elle a toujours l'art de décrire des méchants très méchants, et en même temps on va dire les 2 personnages très 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 méchants de cette saga. Bon en fait il y en avait 3, mais il y en a un qui est mort dans le 1er tome je crois, c'était Torg, je crois qu'il s'appelait comme ça, le second de Kyle. Les 2 personnages très méchants c'est Kyle et Cosgo, le gouverneur, et en fait chacun évolue quand même à un moment donné. Alors bon, Kyle on le retrouve à la fin détruit et il est devenu fou, mais Cosgo on le voit aussi évoluer, et même s'il reste insupportable du début à la fin, on voit qu'il a appris des choses, voilà, il est pas monolithique, et ça c'est vraiment agréable. Et ça c'est vrai qu'en lisant Robin Hobb, je me rends compte que parfois elle a tendance à, je crois que j'en avais parlé, à faire des méchants très 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 méchants, et c'est un peu dommage. Et autant dans l'Assassin Royal, le prince royal était vraiment horrible, et vraiment juste méchant, même si on comprenait pourquoi il était comme ça, mais il avait pas grand chose pour le rattraper. Là il y a plus de, c'est un petit peu plus subtil. Bon, j'ai du mal à dire du mal de l'Assassin Royal parce que j'adore l'Assassin Royal, mais voilà, je trouve que c'est plus subtil et c'est super. Voilà, c'est super. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les aventuriers de la mer? C'est vraiment intéressant. Il y a quand même une multiplicité des personnages, il faut quand même arriver à suivre, et parfois on a envie de suivre l'histoire de quelqu'un et là paf on arrive au chapitre suivant c'est complètement quelqu'un d'autre, donc c'est un peu ralent, mais en même temps c'est intéressant de voir
de voir comment tout s'enchaîne. Je dois dire que tous les passages avec les serpents sont quand même pas très intéressants. On met très longtemps avant de comprendre ce qu'il en est. Au début, on se dit mais de quoi il parle? Même si on comprend plus à la fin, que ça a du sens. Je trouve que c'est le point faible quand même des aventuriers de la mer. C'est cette histoire de serpent, ça serait vraiment... bon, c'est extraordinaire de manière globale comme saga, c'est extraordinaire, mais pour moi c'est un poil en dessous de l'Assassin Royal à cause de ça. En même temps, pour moi l'Assassin Royal est inégalable, vous l'avez compris, c'est ma grande passion. C'est le petit reproche que je fais aux aventuriers de la mer, c'est léger, hein, c'est vraiment un tout petit reproche parce qu'il faut en trouver un, c'est que le truc des serpents, c'est très long avant d'être compréhensible et c'est un peu trop, je sais pas quoi, ésotérique pour moi quoi. Bon, moi ça me parlait pas trop et voilà. Voilà ce que je peux en dire. Bref, donc si vous n'avez jamais lu Robin Hobb, bon alors vous arrivez à la fin de cette vidéo et donc vous avez tout qui est spoilé, je suis désolée. Si vous n'avez jamais lu Robin Hobb, je pense que commencer par les aventuriers de la mer c'est pas mal. Moi maintenant, quand on me demande, en fait je conseille ça parce que je pense que l'Assassin Royal est un peu antérieur et peut moins plaire par le fait qu'il y a un héros qui a un côté un peu parfait, même si bon, dans les faits il n'est pas du tout parfait, mais voilà, il peut donner cette image un petit peu parfaite, qui peut hérisser, alors que les aventuriers de la mer, c'est beaucoup de personnages féminins, il y a de très belles histoires de femmes qui apprennent à trouver leur propre force en elles, Althea, Kefria, Ronica, Malta, etc. Donc je trouve que c'est pas mal pour commencer l'œuvre de Robin Hobb. D'ailleurs, là j'ai prévu de l'offrir à une jeune fille de ma famille qui a 18 ans et qui aime beaucoup lire et je me suis dit je vais lui offrir Les Aventuriers de la mer parce que je pense que ça va lui parler et je pense que l'Assassin Royal lui plairait peut-être un petit peu moins, peut-être qu'elle aurait plus de mal à entrer dedans. Bref, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog. Donc là on est fin 2024 et en 2025 je vais lire la deuxième époque de l'Assassin Royal. Donc ça va être les tomes, c'est 7 à 13. Moi je les ai en petite tomaison. Les Aventuriers de la mer je les ai en gros tomes, mais l'Assassin Royal je les ai en plus petits tomes. Dans la version initiale en français c'était en petit tome. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît de me suivre et que n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Robin Hobb, Les Aventuriers de la mer, ou si vous êtes en train de les relire également, ou voilà, où est-ce que vous en êtes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait, activer la cloche des notifications. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis active, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.